Je commence par une petite histoire. Josie est en voyage d'affaires à Camelot. Ça va se passer à Camelot en fait mon histoire. Il y a bien Camelot. Puis de toute façon je fais ce que je veux. Donc de bon matin, Josie se dirige vers le château de Camelot pour réserver sa chambre, parce que l'auberge, ça pue. Elle rencontre le taulier, Arthur, et paye sa chambre 5 pièces d'or. Bah, c'est pas crédible ton histoire, Arthur il l'enverrait direct se faire. Non, je fais ce que je veux, c'est mon histoire. Une fois sa chambre réservée, Josie s'en va vaquer à ses occupations de businesswoman. Arthur se dit que l'autre fois, il avait emprunté 5 pièces d'or au maître d'armes parce que on s'en fout, et que bah du coup, ça tombe bien. Le maître d'armes, quant à lui, devait de l'argent à Caradoc. Il lui avait acheté un saucisson. Il en avait marre de bouffer des graines tout le temps. Je ne mange pas de graines! Voilà, oui, on sait. Comme ça, le maître d'armes peut donc aussi rembourser sa dette. Caradoc a lui oublié de payer l'aubergiste parce qu'il était complètement cuit l'autre soir. Et l'aubergiste doit payer ses taxes au roi. Les 5 pièces d'or sont donc de retour dans les poches d'Arthur. En fin d'après-midi, Josie revient au château et fait savoir à Arthur qu'en fait, il n'y a que des pecnos aux alentours et qu'elle n'a pas du tout besoin de passer la nuit dans ce taudis. Évidemment, Arthur l'envoie se faire voir et grand prince, il lui rend quand même ses 5 pièces d'or. Josie se rend alors compte que ce sont les mêmes pièces d'or que celles qu'elle a données au roi le matin même. À ce moment-là, elle déclare « En plus, je récupère mes fausses pièces, c'est vraiment un pays de pignouf. » « Oh, tu joues hyper mal !»« Bien, je fais ce que je peux. » « Mais les pièces étaient fausses alors ?» Voilà, c'était des pièces en chocolat. Josie les mange devant le roi. Non mais je suis pas sûr que ça existait le chocolat au temps d'Arthur. C'est pas le problème. Les pièces étaient fausses. Pourtant, elles ont bien servi comme moyen de paiement. Parce que tout le monde croyait que c'était de l'or. Et pourtant, ça n'en était pas. Si personne n'avait jamais remarqué, quelle différence ça aurait fait? Les pièces ont bien servi à payer tout un tas de dettes. Dettes sur lesquelles personne ne va jamais revenir. L'économie a fonctionné. Et pourtant, l'argent était bien faux. Comment est-ce que t'expliques ça? Ah, bah là, je... C'est l'or. Il est l'or. Qu'est-ce que l'argent? Si on y réfléchit bien, et on l'a vu dans notre exemple avec Arthur, l'argent c'est ce qu'on veut. Tout ce qui importe, c'est que tout le monde soit d'accord. Si moi je pense qu'une paire de chaussettes c'est de l'argent, mais que mon boulanger n'est pas d'accord, bah je vais avoir du mal à acheter mes croissants. En revanche, si on est tous les deux d'accord, alors dans ce cas une paire de chaussettes peut très bien servir comme moyen de paiement. Ouais c'est ça, et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu. Non mais je suis sérieux, en étudiant différentes civilisations, on a trouvé des monnaies très diverses. Des coquillages, des plumes, des morceaux de bois. La valeur que l'on donne à l'argent repose uniquement sur la confiance que l'on accorde au système. Le jour où l'Europe implose, par exemple une révolution, les euros ne vaudront peut-être plus rien, ou tout juste la valeur du papier qui a servi à l'impression des billets, ou le métal contenu dans les pièces. T'es en train de dire qu'on devrait revenir à un système où on utilise tous des pièces d'or? Non, mais autrefois on avait tellement peur que le système se fasse renverser, qu'il semblait plus sûr que le support de l'argent ait une valeur en soi. On a donc utilisé les métaux précieux comme support de l'argent pendant très longtemps. Et même jusqu'en 1971, quand Nixon a mis fin à l'étalon or, chacun avait le droit de convertir ses dollars en or. On peut toujours acheter de l'or aujourd'hui. Rien à voir, avant il y avait un taux de conversion fixe. Avoir des dollars c'était la même chose que posséder de l'or. Et ça permettait de rassurer n'importe quel investisseur. Ça a d'ailleurs également contribué à faire du dollar la monnaie du commerce international. Mais donc depuis plus de 40 ans, l'étalon or c'est fini. La valeur d'une monnaie n'est garantie que par la confiance qu'on accorde à l'État ou l'union des États au sein desquels cette monnaie est utilisée. Pire, aujourd'hui l'argent est complètement dématérialisé. On paye par carte, par virement, avec son téléphone, par prélèvement automatique, par chèque, et rarement en liquide. D'ailleurs, l'argent liquide ne représente que 10% de la masse monétaire en Europe. Et en fait, c'est similaire dans tous les autres pays. 90% de l'argent est dématérialisé. Des lignes de code dans un ordinateur, tout au plus. Si on est tous capables de comprendre pourquoi l'argent est utile, il semble qu'on soit quand même beaucoup moins nombreux à être capables de comprendre d'où vient l'argent et qui le crée. Est-ce qu'on est vraiment sûr que l'argent est créé? Genre l'argent ça existe depuis hyper longtemps. Peut-être que tout l'argent d'avant, en pièces d'or, a été converti en argent électronique d'aujourd'hui. Puis c'est tout. Alors c'est en partie vrai, mais voilà l'évolution de la masse monétaire en zone euro depuis 2001. x2 en 13 ans. Et la tendance est mondiale. Quelque part c'est normal, le monde est en développement. La population augmente, les prix augmentent également, la fameuse inflation, donc il faut bien créer de l'argent. Et donc, d'où est-ce qu'il vient? Je dirais que c'est le développement de l'économie qui permet la création de l'argent.
de nouveaux biens et services sont créés, il y a de la croissance et donc il y a de l'argent qui est créé. Tu viens de m'expliquer ce qui justifie la création de l'argent. Moi je te demande d'où vient l'argent. Ok, donc cette fois je dirais parce que les banques centrales impriment des billets. On va revenir sur le rôle des banques centrales dans un prochain épisode. Mais oui, effectivement, elles impriment des billets et frappent les pièces de monnaie. Ceci étant, elles ne font que maintenir le ratio monnaie physique par rapport à la monnaie électronique. Autrement dit, les banques centrales impriment de l'argent parce que quelqu'un d'autre crée l'argent électronique. Qui? Bon, j'en sais rien. Les banques, les autres banques, les banques commerciales. Ce sont elles et elles seules qui sont responsables de la création monétaire. Je vois pas comment là. Imagine une économie à l'arrêt. Disons une centaine de personnes qui se regardent dans le blanc des yeux. Personne ne travaille. Pourtant, il y aurait plein de choses à faire, mais il n'y a pas d'argent. À quoi bon travailler si on ne touche pas son salaire? Les gens commencent à avoir faim. Il y a bien un pêcheur qui pourrait s'occuper de ramener du poisson, mais il a besoin d'aide pour réparer son bateau. Mais pas moyen d'employer des ouvriers sans pouvoir les payer. C'est là que le banquier arrive à la rescousse et propose un prêt. Avec l'argent du prêt, le pêcheur pourra payer ses ouvriers, réparer son bateau et partir pêcher. Attends, comment est-ce que le banquier peut prêter de l'argent au pêcheur s'il n'y a pas d'argent? Il le crée, hein? On est dans un monde où 90% de l'argent est électronique. Le banquier rentre une ligne de code dans son ordinateur, ce qui va venir créditer le compte du pêcheur de, mettons, 10 000 €. Le pêcheur va ensuite pouvoir virer cet argent sur les comptes des différents ouvriers qui l'ont aidé à réparer son bateau. Les ouvriers, quant à eux, utiliseront ce salaire pour acheter du poisson. Et l'économie fonctionne à nouveau. Petit à petit, le pêcheur va récupérer les 10 000 € de l'économie, parce que de toute façon, la seule chose qui est produite ici, c'est du poisson. Il n'y a rien d'autre à acheter. Et puis tout le monde doit manger. Mais le pêcheur doit aussi rembourser son prêt. Impossible de faire des profits, puisque de toute façon, il n'existe que 10 000 € dans notre économie. Mais du coup, une fois que le pêcheur a remboursé son prêt, de nouveau, il n'y a plus d'argent. Non mais, stop encore. L'argent est chez le banquier, non? C'est un jeu d'écriture comptable, mais imagine que le banquier, au moment où il a prêté au pêcheur, il avait moins 10 000 € sur son compte à lui. Puisque le pêcheur a tout remboursé, le banquier est maintenant à 0. Il y a ici deux problèmes. Premièrement, l'économie est à l'arrêt, une fois de plus, il n'y a plus d'argent. Et puis deux, le pêcheur n'a pas payé d'intérêt. Or, il aurait dû, un prêt de 10 000 € sur un an, mettons que le banquier demandait 5%, le pêcheur doit encore 500 € au banquier. Où est-ce qu'il va les trouver? De toute façon, il n'y avait que 10 000 € dans l'économie. Tout vient d'être remboursé. D'où viennent les intérêts? La réponse, c'est qu'il faut créer du nouvel argent. Et donc, faire un nouveau prêt. Disons que le pêcheur est un nouveau projet pour améliorer son bateau. Le banquier lui prête à nouveau 10 000 €. Première chose, le pêcheur paye les intérêts du prêt précédent, 500 €. Il reste donc 9 500 €. Avec ces 9 500, il va payer ses ouvriers. Puis les ouvriers vont acheter du poisson. Encore une fois, c'est la seule chose que l'économie produit. Donc le pêcheur récupère 9 500. Mais il va aussi récupérer les 500 € du banquier. Ces 500 € ont servi de salaire pour le banquier. Et lui aussi, il faut bien qu'il mange. Donc il va acheter du poisson. Une fois de plus, les 10 000 € retombent dans la poche du pêcheur, qui va rembourser son prêt. Et de nouveau, il n'y aura plus d'argent dans l'économie. Et de nouveau aussi, le pêcheur n'aura pas remboursé les intérêts du deuxième prêt. Il faudra un troisième prêt. Pour que le cycle fonctionne, il faudra toujours que le banquier crée de l'argent via des prêts, via de la dette. Et c'est comme ça que l'économie fonctionne. La masse monétaire augmente parce que les banques créent de l'argent par le biais de prêts aux entreprises ou aux particuliers. Autrement dit, l'argent qui est sur ton compte vient d'un prêt. Et moi je touche un salaire, je suis pas endetté. Oui, mais l'entreprise qui t'a payé ce salaire s'est endettée pour le faire. Ou alors c'est l'entreprise qui a payé l'entreprise qui t'a payé. Si tu remontes suffisamment la chaîne des paiements, tu trouveras nécessairement un prêt. Donc au final, il y a deux choses qu'il faut bien retenir. Premièrement, la dette et l'argent sont les deux faces d'une même pièce. On parle souvent des banques qui prêtent l'argent des dépôts. Comme s'il fallait que les gens déposent d'abord leur argent à la banque pour que la banque puisse ensuite le prêter. Mais c'est faux. Les banques doivent d'abord prêter pour que les gens puissent déposer leur argent. Je vois pas comment un prêt peut générer un dépôt en fait. Tu touches 10 000 € via un prêt à la consommation pour acheter une voiture. La personne à qui tu achètes la voiture récupère les 10 000 € et les dépose sur son compte courant. Une dette vient de créer un dépôt. Pas de dette, pas d'argent. Et enfin, deuxième chose à retenir, remboursement de la dette
égale disparition de l'argent. Et ça, c'est super important à comprendre. Rembourser un prêt, c'est détruire de la masse monétaire, donc détruire de l'argent. Comme pour l'exemple du pêcheur, l'argent qui est remboursé ne peut plus circuler dans l'économie. La dette est essentielle pour que l'argent ne disparaisse pas. Non mais attends, c'est complètement invraisemblable ton histoire. Tu veux me faire croire que les banques créent de l'argent comme ça, sans rien faire, à partir de rien. Pourquoi elles ne créeraient pas de l'argent pour tout le monde? Et puis pourquoi est-ce qu'on impose le remboursement des prêts, si c'est de la destruction d'argent? Bonne question, mais on verra ça dans un autre épisode. L'argent et donc la dette sont au centre de notre économie. Et comme je veux commencer à parler un petit peu d'économie, ça me semblait essentiel de commencer par là. Je ferai un autre épisode sur l'argent pour expliquer le rôle de la banque centrale, comment est-ce que les banques commerciales créent réellement l'argent, qu'est-ce qui les limite, l'importance du fait qu'elles se prêtent entre elles, le marché interbancaire. Il y a encore pas mal de choses à voir là-dessus, ça mérite tout un épisode. En attendant et comme à chaque fois, n'hésitez pas à commenter, liker, poser vos questions, allez voir la page Facebook. Je rabâche toujours les mêmes trucs, mais si vous trouvez ça cool ce que je fais, le meilleur moyen de m'aider, c'est de partager la vidéo. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt.